Quelle est votre vision de la formation pour les jeunes danseurs et pensez-vous qu'elle soit essentielle pour leur carrière? Chacun peut répondre. Pour répondre à ta question, je pense que en vrai, la réponse elle est plurielle. Parce que comme on a entendu là dans les différents commentaires de chacun, nous on s'est formé sur le tas. Annick elle l'a dit aussi. Donc j'aurais envie de te dire, ce n'est pas forcément nécessaire. On a su faire sans. Maintenant, la société elle évolue. Il y a des choses qui sont mises en place pour les danseurs. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai failli faire comme toi, tu vois. Moi aussi, mes enfants m'auraient tué et j'allais parler d'eux. Et aujourd'hui, j'enverrai pas mon enfant, même le grand ou même ma fille, à Châtelet pour aller apprendre du hip-hop. Je préfère qu'elle soit encadrée dans une association avec des professeurs, des pédagogues, des personnes qui ont travaillé dans ce sens-là. Je sens que c'est mieux parce que la société elle a évolué. Mais avec nous, à notre époque, voilà, moi je suis troisième génération, donc en 95-96, ça fonctionnait comme ça. Ça s'est bien passé. Donc j'ai envie de dire que la réponse elle est plurielle. On peut se former seul en allant un peu dans ce qu'on dit dans l'underground et en sortant, en allant dans des lieux de rencontre pour danseurs. Comme je pense que la formation, elle a aussi cet atout de, voilà, tu parlais de pluridisciplinarité. Là, tu peux apprendre différentes danses, tu peux apprendre un peu d'histoire, tu peux apprendre un peu d'anatomie. Il y a quand même quelque chose qui est positif dedans. Donc, je pense que l'un et l'autre fonctionnent. Complètement d'accord, je te rejoins sur ça, mais je pense qu'aussi ce qu'on peut ajouter dans le fait de se former, c'est peut-être aussi d'apprendre un métier et donc d'avoir aussi une partie très présente sur l'entrepreneuriat, comment il se construit, parce que c'est vrai que nous on a beaucoup, je pense chacun, on s'est présenté par rapport à notre passion de la danse, qui a fait que c'est devenu aujourd'hui notre métier, notre profession. Mais je pense que dans tous nos parcours et nos expériences, on a aussi appris ce qu'était la posture professionnelle et comprendre l'écosystème du métier. Comment on peut défendre nos intérêts face à une production, défendre nos intérêts, oui, même, on va dire, psychologiques et relationnels. La place qu'un danseur peut avoir dans un spectacle où il y a des techniciens, des musiciens. En général, on est souvent les plus jeunes de ce genre d'écosystème. Donc, avec ça, va une espèce d'image un petit peu... entre guillemets, l'ado en crise d'adolescence. Il y a un petit peu ça sur l'image des danseurs, toi qui as fait beaucoup de tournées, je ne sais pas si tu vois. Et or, un technicien ou un musicien peuvent avoir un côté un peu plus adulte au niveau de la perception, encore une fois, face aux productions et tout ça. Donc, le fait peut-être d'entrer en formation, si ce sont des sujets qui sont abordés dans la formation, permet aussi de comprendre comment fonctionne le métier avant d'y entrer. Et quand on sort de formation et qu'on commence, comme tout jeune danseur ou danseuse, à se lancer dans les auditions ou dans le réseautage, etc., on peut déjà avoir des douilles. Moi, j'appelle ça vraiment des douilles. On dit comme ça à nos élèves. Des douilles qu'on dégaine. Et ce n'est pas une question de jeunesse, mais à savoir comment défendre son art, son métier, mais aussi sa posture et sa qualité d'être humain. Donc, voilà, on peut apprendre par soi-même sur le tas. Franchement, c'est pas, on a appris comme ça, en essuyant aussi des petits revers et tout. Mais d'avoir des personnes qui ont vécu ça, en gros, vous gagnez du temps, quoi. Les jeunes, je pense que c'est plutôt ça. C'est ça, en fait. Je pense que Ken, il me titillait peut-être. Tu voulais... Non. Je voulais juste te répondre par rapport à ça. Excuse-moi. Je trouvais que la formation, pour moi, c'est un accélérateur, en fait. C'est un super accélérateur. Parce que quand tu le fais par toi-même, tu vas chercher les infos à droite, à gauche, comme tu disais par exemple à l'époque YouTube et compagnie. Nous, c'était les cassettes, c'était Storm, et tu voyais des clips, etc. Et la formation, en fait, fait que tu gagnes du temps de ouf. Parce qu'en fait, l'info, elle est directement à toi. Elle est transmise aussi de la bonne façon. Donc, concrète par des gens qui savent de quoi ils parlent, normalement. Parce que les formateurs, normalement, dans la plupart des formations sur Paris, c'est quand même tous des
des danseurs et chorégraphes avec du métier, du bagage, qui ont les bonnes infos, qui vont donner les noms. Moi, à l'époque, quand je faisais, par exemple, la coupole, je ne savais pas que ça s'appelait Windmile et compagnie. Enfin, pour nous, on faisait la coupole ou d'autres termes. Ouais, aujourd'hui, tout est codifié, tu as les infos directes, les gens ils te les transmettent tout de suite. Donc, ça accélère énormément ton processus d'apprentissage et ça te professionnalise tout de suite. Parce que tu as les professeurs qui sont là, qui ont un background derrière, qui ont vécu ces choses-là et qui peuvent te conseiller directement. Alors que toi, quand tu commences, ou comme tu dis, tu viens de je sais pas d'où et tu es largué, tu sais pas comment ça fonctionne, un casting, et tu vas, quoi faire, des photos, ça. Bah, eux, les profs, ils sont là pas seulement pour t'apprendre des mouvements, mais pour t'apprendre, comme je disais, le métier, en fait. Ils vont te préparer à toutes ces choses-là. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un accélérateur. Tu peux percer dans la danse sans faire une formation, par ton courage, ton engagement et ta passion, mais faire une formation, en fait, ça va te donner des outils beaucoup plus rapidement, et même des choses qu'à la base, tu n'aurais pas cherché, comme j'ai n'importe quoi, des claquettes, autre style de danse, en fait, au final, ça va enrichir, toi, ce que tu aimes au fond de toi. Par exemple, ce qui se fait vibrer, c'est n'importe quoi, c'est vraiment le hip-hop freestyle, ou c'est la house, machin, mais le fait de toucher à d'autres disciplines, même si de base, tu n'as pas forcément d'affinité avec, va faire que ça va ouvrir ton mindset et va ouvrir ta danse. Et ta danse de prédilection va devenir meilleure. Et du coup, va accélérer, toi, ta carrière de danseur aussi. Donc, je pense que c'est vraiment un outil aujourd'hui que si j'étais plus jeune, j'aurais gagné beaucoup plus de temps à aller dans une formation. Après, bien choisir dans quoi on veut s'orienter, selon les formations, selon notre profil aussi. Donc voilà, c'est ça, il faut bien se renseigner et voir aussi les professeurs qui sont dedans. Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que j'irai prendre un stage avec lui ou pas? Et aussi, il faut le dire que dans les formations, ça recrute énormément aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sortent de formation et qui viennent nous voir et nous dire « C'est quoi un cachet d'intermittent ? C'est quoi un statut d'auto-entrepreneur ? Comment on fait pour répondre à un mail? C'est quoi la grille des tarifications dans le milieu de la danse? Si je chorégraphie un artiste, c'est combien, etc., etc. » Donc nous, dans notre formation, on a voulu aussi vraiment appuyer sur ça, sur le côté mindset, sur le côté entrepreneurial, pour que en fait, plus de personnes aient accès. Donc c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est quand même un facilitateur. Maintenant, moi, de ma génération, on est sans cesse en train de les stimuler. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une formation pluridisciplinaire. Ah, mais tu t'intéresses à la house dance? Ok, va regarder ça, va voir un tel, il y a lui. Et ça, en fait, je trouve que c'est le pont qui est complètement vraiment important. Juste former pour former, ça ne sert à rien. Il faut toujours aller chercher en profondeur sur l'historique, sur les techniques, sur l'écosystème. Et un dernier point aussi, c'est quand quelqu'un veut rentrer dans une formation, la première question, on lui pose « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Pourquoi ? Parce qu'en fait, la danse, c'est une multitude de niches. Effectivement, tout de suite, ça va être « je veux danser pour un artiste », mais il y en a d'autres qui vont vouloir danser en compagnie. Il y en a d'autres qui vont vouloir être chorégraphe dans un camping, ça existe. Il y a quelqu'un qui va vouloir ouvrir son école de danse et connaître vraiment toutes les disciplines. Comme ça, quand il sera directeur de son école, il pourra vraiment dire « Ah, je sais c'est quoi un professeur de pop, je sais c'est quoi un professeur de jazz, parce que j'ai travaillé en profondeur. » Donc les niches, c'est vraiment très important parce que effectivement, il y a certains danseurs underground, ils n'ont pas besoin de formation en fait. Parce qu'ils ont tellement poussé leur discipline qu'en fait, ils deviennent des performeurs solo. Et donc après, c'est juste, est-ce qu'ils ont cette dimension entrepreneuriale pour pouvoir développer mais je dirais que, et là vraiment je rejoins Gator, on ne peut pas répondre à cette question par A ou par B, c'est vraiment pluriel et ça dépend de ce que tu veux faire dans la danse. Voilà. Et par rapport à ce que tu veux faire, tu as des formations qui sont vraiment appropriées. Quelqu'un qui vient et qui nous dit « Moi, je veux développer que les danses hip-hop », je veux dire « Va à la Jazz Debout School » ou « Va chez les passeurs culturels », etc. Si quelqu'un me dit « Moi, je veux être juste professeur de jazz », je veux dire « Va à Correa » et puis d'autres formations aussi. On conseille et nous, vraiment, l'idée, c'est qu'on puisse les guider au mieux. Ça veut dire qu'il y a des personnes qu'on refuse parce que soit ils n'ont pas le mindset, soit en fait, notre formation ne correspond pas à leurs attentes. Et donc, du coup, on les redirige vers les autres formations. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que tout interagit et
Et on a la chance, là je pense ceux qui sont assis ici, de connaître un peu l'écosystème. Là, hier on a vu, on était avec Files, avant-hier avec Sharks, et là il y a Gator. Et voilà, et quand on voit aussi des têtes qui sont là, on est content parce que ça nous rappelle tout un vécu. Et ce vécu-là, en fait, il faut vraiment le chérir et il faut se poser la question sur comment on le retransmet le plus sainement et être vraiment honnête et sincère, c'est vraiment le mot avec les générations futures et vraiment de les guider au mieux. Et donc voilà, c'était un petit peu le... Alors, moi, je rejoins tout le monde. Et là où je voudrais rapporter une petite précision, c'est par rapport au fait, et ça rejoint la question de Hamid, c'est il faut vraiment bien segmenter. Ça veut dire il y a la culture, ce qu'on appelle la culture, donc l'underground, le hip-hop, tous les styles de danse hip-hop. Et il y a ce qu'on appelle un métier. Est-ce que je vais en formation pour apprendre la culture ou est-ce que je vais en formation pour apprendre un métier? Déjà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que si je vais en formation pour apprendre une culture, c'est sûr que je vais sortir, je ne serai pas un spécialiste. Parce que nous, pour nous spécialiser dans une technique, je parle de nous, les autodidactes et ou même personnes autodidactes, on est toujours inspiré par quelqu'un et formé par quelqu'un. On a travaillé notre spécialisation. Tu vois, personnellement, ma spécialité, c'est popping. Mais je peux danser hip-hop, house, locking, b-boying quand j'étais un peu plus jeune. Mais je peux danser tout ça. Mais ma spécialisation, j'ai décidé de me spécialiser en popping parce que c'était ce qui était facile pour moi. Quand je danse, je n'ai même pas à réfléchir en popping. C'est la danse où mon corps, naturellement, tout, voilà, il y a une visibilité. Donc, par rapport à ça, je me dis, ça, c'est ma spécialisation. Comment je vais faire pour me développer? Je m'entraîne 4 heures, 5 heures par jour pour avoir ma spécialisation. Donc, ça, c'est la culture. Ça, c'est la culture. Maintenant, je veux vivre du métier de danseur. Il y a des codifications dans le métier. Il y a des façons de se comporter qui est donné par rapport aux formations. Parce que, comme disait tout le monde tout à l'heure, je rejoins, c'est que les professeurs qui sont en formation, la grande majorité, la plupart du temps, sont sur le marché du travail ou ont vécu du métier de danseur, ont dansé sur scène et du coup ont tous les habitudes et les attitudes qu'il faut, le comportement qu'il faut avoir pour rentrer dans ce métier. Le respect des horaires, voilà, c'est plein de choses comme ça en fait. Donc la question c'est, est-ce que je vais pour être dans la culture ou est-ce que je vais pour me façonner en tant que jeune danseur en construction pour vivre d'un métier? Voilà, c'est juste cette précision. Donc là, on a parlé un peu de mindset et je voudrais savoir, Eski, quelle était ta mentalité pour faire ce métier-là, du coup? Parce que j'aime bien ton parcours, parce que je t'avais rencontré sur le média, c'est pour ça que je t'ai invité. Et ton process, toi, pour devenir professionnel, parce que t'es pas passé par une formation, si? Non. De danse ou de... Nous, je parle de tout. De pro. Ouais, bon, ça va être un peu long, mais ouais, je vais faire de mon mieux. Moi, c'est passé par le plus important et ce qui m'a le plus parlé aussi dans ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est le fait de savoir qui on est et de savoir ce qu'on veut. Donc effectivement, est-ce que je suis passionné de danse, je me lève le matin, c'est ce que je fais de 8h à 19h déjà très naturellement dans ma vie de tous les jours, même si c'est pas mon métier. Et je veux que ça reste comme ça. J'ai pas envie de me rajouter cette chose absolument barbante qui est le fait de me demander quand est-ce que je vais déclarer mes cachets, quand est-ce que ça m'intéresse pas, j'en ferai pas un métier, c'est pas grave et je vais rester danseur de passion ou comédien de passion ou chanteur de passion. Et effectivement de savoir ça quand ça vient, effectivement se poser la question le plus tôt possible, je pense que c'est pas mal, c'est de se dire voilà, quelle place ça a dans ma vie, est-ce que c'est organique, est-ce que ça l'est pas.
Ça a été très simple pour moi. Je suis arrivé à Paris pour faire de l'allemand. J'étais plutôt balèze. Et donc je fais en école d'allemand. Je fais un semestre. J'appelle ma mère. C'est pas possible. Moi, je danse plus. Mais de manière générale, je suis plus sur scène. Parce que voilà, moi, ce qui réunit vraiment ce que je suis dans mon identité, c'est le plateau. Moi, j'ai envie de raconter des histoires dans la comédie, dans la danse, dans le chant. Et donc, ouais, je suis allé en formation. Je suis allé à Florent Théâtre. Et ça, c'est super. Ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est assez amusant de d'ailleurs se dire que pour un art qui s'est entre guillemets institutionnalisé ou en tout cas développé dans les formations plus tard que le théâtre, il y a des choses qu'il n'y a pas au théâtre et que moi je trouve ça, je ne sais même pas pourquoi c'est encore comme ça aujourd'hui en France, dans un pays qui est très très théâtre, mais ce concept-là d'aller donner les informations aux élèves de qu'est-ce qui se passe quand tu sors de l'école, qui tu dois aller voir, la professionnalisation dans un métier passion. Au théâtre, ça n'existe pas. On sort d'école, on n'a pas de bouc. Je ne sais même pas comment c'est encore possible. Et donc, oui, moi, je suis allé me former à Florent Théâtre et voilà. Et au cours Florent Musique juste après, parce que j'adore donner mon argent à Florent. Je suis un peu mécène. Je suis vrai, voilà. Mécène de l'industrie florentine. Bon, si demain ils ont besoin d'un professeur. Mais... non, mais effectivement, et en sortant de... Et ce qui m'a accompagné... Pardon, attends, je resitue. C'était quoi la question initiale? Ton mindset pour... Ah, yes. Ah, ok. Super, ça va me permettre de rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, je pense que c'est pas dégueu de faire passer par un moment de galère dans la recherche. Parce que le fait de trop avoir peut-être au départ, en tout cas je sais ce que j'ai ressenti dans mes promos, c'est marrant, tu parlais de 70% de mental, 30%. Je rajouterais qu'il y a un pourcentage, je ne sais pas lequel c'est la promo en elle-même. Ça, des fois, il y a vraiment des gamins, je leur dis, je vous jure, je suis désolé pour les écoles, mais si tu rentres dans ta classe, au bout d'une semaine, tu vois qu'il n'y a personne qui a la niaque, je te jure, attends un an, reviens l'année d'après, mais oh, c'est dur. Quand j'étais à Florent, mais t'es dans une classe, tu vois que vous êtes 3 à avoir la dalle, ça se dispute pas pour aller au plateau. Oh là là, c'est du... Et ce qui permet encore de rebondir avec ce que tu disais, c'est que... Ou non, je crois que c'est ce que tu disais, c'est la formation, c'est en termes de réseautage. J'aime bien une phrase que m'a dit un prof de piano, Jean Fidjari, à Florent Musique, il m'a dit, tu sais, il y a un moment, les gamins qui vont à Harvard, ils vont pas à Harvard pour aller à Harvard. Il y a un moment, en tout cas pas aujourd'hui, on est en 2025, tu veux les infos, tu vas sur Internet, il y a les infos, tu as tout ce que tu veux. Si tu es le mec le plus déterminé et discipliné du monde, tu veux te lever, faire du 8h, 19h chez toi, tu peux. Les gens qui vont à Harvard pour rencontrer des gens qui vont à Harvard. Et je trouve que c'est vrai que dans la formation, c'est pour ça que je parle vraiment de la promo. C'est vrai que c'est hyper important, quoi. Oui, alors il y a les professeurs qui vont venir, il y a les intervenants qui vont effectivement être les chorégraphes qui peut-être t'engageront demain s'ils ont vu que tu avais la dalle au plateau. Mais il y a tes camarades qui peut-être dans une classe de 20 vont pas tous être danseurs pro en sortant, c'est même certain. Il y en a qui vont être plus chorégraphes, il y en a qui vont être plus... peut-être que le chorégraphe, justement, il t'a vu avoir la dalle il y a 5 ans. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est pas les projets qui me font le plus manger, mais c'est ce qui m'arrive quand même. Attends, qui danse, chante et joue, on a qui? Il n'y a pas le gamin, alors que j'étais même pas dans leur classe, il n'y a pas le gamin avec les cheveux rouges. C'était pas une meuf, lui. J'ai appris ça il y a vraiment je crois il y a 6 mois. Je n'ai jamais été au courant pendant 3 ans de théâtre. Il y a des gens qui pensaient que j'étais une meuf. Peut-être que tu te rasais tous les matins. C'est vrai que j'étais... Ah oui, par contre, j'avais pas de barbe du tout. J'avais rien. C'est vrai que j'avais rien. Mais et donc ouais, dans le mindset, ça s'est développé. Ouais, ça s'est conscientisé après ma première formation donc de théâtre. Je pense que pendant ma formation théâtre, ça c'était pas conscient parce que de toutes les manières, j'avais la dalle, à dire vrai, et j'étais dans des bonnes promos. Deuxième année un peu moins, mais on va voir, ça se disputait pour avoir 3 minutes de plateau, quoi. C'était bon, c'est dommage parce qu'on est beaucoup, mais au moins on sait qu'on est avec des gens qui en veulent. Et ça s'est un peu plus conscientisé en musique, là où parce qu'en fait je me suis reperdu, mais le fait de tout avoir tout de suite, tu vois tout de suite dans une promotion la diff entre ceux qui sont venus parce qu'ils ont galéré pendant 2 ans à titre personnel, donc en ce qui me c'était
Et je télécharge Ableton sur mon PC. L'autodidactie, ça existe ce mot? On va dire... Oui. Bon, c'était pas mon point fort dans la vie. Je pense que j'ai toujours eu besoin d'un groupe, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de me connecter avec des gens pour aller au charbon le plus vite possible. Voilà, il y a une différence entre celui qui arrive parce qu'il sort du bac, 18 ans, ouais, j'ai envie de faire, moi je kiffe la musique et la danse, et puis je vais en formation, et puis en fait, effectivement, tout m'arrive. Et celui qui, en fait, a bien galéré, peut-être 1 an, 2 ans, à essayer les tutos, s'est dit, ouais, mais j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie d'avoir les infos, peut-être d'aller chercher cet accélérateur, de se dire, ouais, je vois très bien que je peux le faire tout seul fondamentalement, mais il y a un moment, si je suis guidé, ça va plus vite. Il y a un exemple que j'adore prendre, Michael Jackson, quand même, qui est tout le temps cité. Si demain, il y a quelqu'un qui me parle du meilleur performeur de tous les temps, le blaze, il va tomber, et j'aime bien rappeler que, évidemment, mais Michael, effectivement, pour devenir Michael, il y a un moment, depuis que tu as 5 ans, il faut le combo, t'es fort. Déjà, de base, t'es fort, t'es formé 8 heures de danse, chant, tout ce que tu veux, 8h, 19h, t'as un père tortionnaire aussi, voilà. Tu deviens fou. C'est pas du hasard, c'est pas juste C'est vrai. Ouais, t'es pas seul. Si tu veux atteindre un truc de... Donc voilà. Et la dernière chose que je mentionnerai, qui encore une fois me fait penser à ce que tu disais, c'est... Moi, ça fait écho... j'ai eu la chance, vraiment un escroc pour le coup, mais on est parti avec le festival URBN à Taïwan en 2022 pour mon édition. Donc c'est de chouettes meufs, vraiment une écrasante majorité de meufs qui font ce festival, qui ont organisé ça à la Sorbonne Nouvelle à la base. Bon bref, j'atterris dans un battle étudiant, parce que effectivement moi du coup je me suis jamais professionnalisé et c'était pas... Je refais une aparté, mais en gros, voilà. Donc, moi, j'ai grandi dans cette ville d'Amiens. Il y avait un kiosque, machin, on dansait. J'étais plutôt pas bon en battle, plutôt bon en chorégraphie. Voilà, je grandis, je monte. Et assez rapidement, on va dire qu'il y a 4 ans, c'est le moment où j'ai conscientisé le truc, où vraiment, je me dis, mais plus sans la douleur, parce qu'au départ, c'était avec de la douleur. Je suis pas bon en battle. Au début, c'est chiant. Et puis après, je me suis dit, c'est pas grave, il y a plein de choses à faire en fait dans la danse. C'est juste parce que je pensais qu'il y avait que ça qui existait. Mais j'y allais toujours quand même parce que c'est tellement kiffant, ne serait-ce que pour regarder ou pour participer, faire des pré-sélects, ne pas les passer, on s'en fout, on kiffe. Mais il se trouve que c'est du 5 contre 5, que du coup il y a 40 présélectionnés. Bon, sur un malentendu, je passe. Il y a un chapeau. Alors là, ça, faut vraiment le faire. Il n'y a pas assez de team, donc il y a un chapeau, faut tirer pour savoir quelles teams vont direct en demi. Allez, let's go. J'arrive direct en demi, j'ai battle contre personne. C'est le seul moment où il n'y a pas d'escroc dans l'histoire. J'en ai quand même sorti 2. Je pense que le côté team, je me battais pas pour moi, je me battais pour les mecs derrière. Ça m'a galvanisé. Bref, je me perds. On arrive à Taïwan. Je pense donc aux Asiates pour parler de la différence de culture, parce que eux, pour le coup, ils ont tout. En fait, je ne sais pas à quel point ça existe, le hip-hop underground chez eux, mais moi, de ce que j'ai reçu, il n'existe pas des masses. Ils sont vraiment, vraiment en école tout de suite. Et ça m'a fasciné comme la fascination qu'ils avaient pour notre danse. Alors, à mes côtés, du coup, il y avait un vrai niveau de danseurs battle. Donc, on avait Adele, Jude et Regine. Mais moi, donc, voilà, j'étais vraiment dans l'équipe sur un malentendu, selon ça peut passer. Évidemment, depuis tout à l'heure, en fait, comme je parle, on dirait que je ne sais pas danser. J'ai dansé, mais voilà, je n'ai pas leur niveau de battle. Et même devant mon niveau à moi, ces Asiates-là, il y avait une fascination qu'ils avaient, alors qu'ils me foudroient de manière absolument... C'est très objectif, sans aucune médisance à propos de mon niveau. Il n'y a pas... C'est techniquement, locking, pop, tout ce que tu veux, il n'y a rien à côté. Le niveau, on va dire, médian. C'est marrant que tu parlais de niveau en France. Je pense qu'effectivement, le niveau global, il va être au-dessus. Il y a moins de têtes. Il y a moins de sincérité, il y a moins de gens qui vont ressortir. Effectivement, par contre, je le regarde, tu dis, ils dansent tous pareil. Ça, c'est clair. Mais il n'y a personne qui n'a pas les bases. Il n'y avait pas de moi, tout simplement. Voilà, il n'y a personne qui vient et qui juste kiffe, fait, et qui n'a pas fondamentalement les bases. Et malgré, eux, justement, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et eux, ils avaient tout dès le départ. Et ils sont allés regarder, ils ont dit, je vais pas te mentir. Mais non, arrête de dire que tu danses mal. En même temps, j'étais triste. Mais non, je danse pas mal. Non, mais t'es fou, t'es tellement fort. En fait, c'est nous. You know what I mean? Because we dance, we know what we do. Like, I know what I'm doing. Like,
but I do not know why I dance. Like you guys know why you dance. We do not know that. Il était fasciné de fou par quelque chose que j'ai jamais du coup appris, qui était juste, je pense effectivement, un truc qui te tombe dessus, t'es gamin, selon ta famille, tes amis, tu vas avoir envie de danser. Et c'est effectivement peut-être très important que ça arrive avant l'école, ça c'est clair. Peut-être que ce moment de galère-là, ce moment de recherche, je pense que ça peut déterminer encore à quel point c'est organique et nécessaire pour toi. Si tu n'as rien et que tu vas chercher, c'est bien qu'il y a quelque chose d'organique. Et alors que si tu as tout à la base, ça peut être organique aussi, mais tu ne le sauras pas, potentiellement. Voilà, ça s'est passé comme ça pour moi. J'ai fait 14 diversions, pardon. Voilà. Il est trop fort. On a kiffé. Par contre, pour compléter ton exemple sur MJ, et je trouve que cet exemple, parce qu'au niveau de l'industrie, MJ, on est vraiment au top niveau. Et avec Céline, on a beaucoup étudié Michael Jackson. Et récemment, on est parti à Londres pour voir MJ The Musical. Et on a revu des écrits qu'il avait dans un carnet. Et c'était fou parce qu'il disait étudier Bob Fosse à fond. Étudier toutes ses positions, toutes les postures de Bob Fosse. Donc là, on est plus dans le jazz. Regarder les pieds de James Brown. Aller chercher les infos hip-hop, Popin Taco. Donc ça veut dire que même Michael Jackson, il était dans cette envie de formation et d'aller chercher les infos. Et je trouve que du coup, ça amène un peu d'humilité. Donc, voilà. Oui, c'est un étudiant. Donc c'est ça qui est intéressant, alors que peut-être parfois on sacralise génie, mais c'est un mec qui s'est construit sur les influences et je travaille comme lui, je fais reproduction ou quoi, peu importe, mais pour me former. Donc ça c'est ouf, c'est le petit aparté. J'ai beaucoup aimé ta question. Donc je vais essayer d'apporter peut-être en 2-3 mots juste ma réponse, et ça revient un peu à ce que tu disais. Je pense que c'est la graille du danseur qui va tout déterminer, que son parcours soit en open ou qu'il soit en formation. En fait, nous, au quotidien, on a 150 students, on les appelle comme ça. Et sur les 150, on sait exactement sur l'échelle de la graille qui est à plus que les étoiles, et celui ou celle qui est un peu je me cherche. Ça ne veut pas dire qu'il est moins passionné. Attention, il faut respecter tous les parcours et tous les mindsets, on va dire, les constructions psychologiques de certains. Mais on peut le déterminer. Et je pense qu'en open, c'est pareil. Par contre, où je te rejoins, que ce soit des personnes sans formation ou avec, on est dans une génération où tout va certainement très vite, voire trop vite, sur plein de choses. Vous nous direz si c'est le cas. Mais peut-être que parfois, on veut se réaliser trop tôt. Et donc, moi, je ne mets pas ça sur est-ce que c'est bien de faire une formation ou de rester en open, dans le sens, est-ce qu'une formation, ça forme, on va dire, des bons petits soldats qui n'ont pas forcément la graille, mais comme ils ont eu l'accélérateur ou les guides, mentors, pédagogues ils sont arrivés plus facilement, ou est-ce que les autres, parce que peut-être ils n'avaient pas l'argent de rentrer en formation et ils ont fait open, etc., ils iront plus loin ou ils vont plus galérer. Moi, je ne vais pas le mettre sur ça. Je me dis que c'est vraiment l'équilibre, l'alignement, comment toi t'es shifté dans ta tête, tu vois, comment t'es shifté, de même que on parle beaucoup du danseur, mais on parle pas beaucoup du prof, en fait, du pédagogue. Tu peux te retrouver, je pense, avec des profs en formation, et peut-être que tu en as eu à Florent, ou je sais pas, mais qui sont pas portés par l'envie de transmettre et de donner un vrai guidage aux jeunes, et une vraie, on va dire, un vrai code de la route, un vrai arbre avec des structurations où, ok, fais ci pour faire ça, etc., qui sont juste là pour délivrer. De la même façon qu'on peut retrouver des profs en open pareil, et vice-versa, en fait. On peut avoir des profs en open, parce que moi j'ai été formée comme ça, qui, après le cours, et je crois qu'Annick, tu sais pareil, Monsieur Dodo, Monsieur Dominique Lesdema, qui, après son cours déjà, qui dure plus qu'1 heure et demie, on a des appels de lumière
toute la direction veut le sortir parce que c'est le dernier cours et il y a les voisins qui gueulent parce que voilà, il y a la musique, te fait rester après le cours pour te faire bosser que déplier en fait. Tu vois, et ça, c'est du cours open. C'est vrai, non, Annick, on a connu ça. Il nous prenait, il nous dit reste, et tu restes 1 heure de plus, tu stresses parce qu'il est 23h, il faut aller prendre le métro et rentrer dans la banlieue, tu vois, ce genre de choses. Donc, je pense que c'est vraiment qui tu rencontres des deux côtés et qui tu as avec toi-même. Et après, peut-être, faire attention pour les jeunes générations à ne pas vouloir trop vite se réaliser ou vouloir croquer le game en pensant connaître tout sur tout et en voulant peut-être tout de suite briller, shiner, mais en rentrant par la grande porte. Et je pense que c'est après, c'est sur ça qu'on voit ceux qui restent, ceux qui sont dans un délire de je me développe, je continue, je m'assure un truc plus pérenne, et ceux qui finalement ne tiennent pas 2 ou 3 ans parce que peut-être ils vivent de frustration après parce que ce qu'ils visualisaient, ça ne s'est pas réalisé vraiment comme ça devait l'être. Et j'ai bien aimé Areski quand elle dit ouais, moi j'ai rencontré des profs à Florent qui étaient peut-être même pas mes profs, mais qui ont remarqué que j'avais la graille, qui m'appellent maintenant peut-être 4-5 ans après pour des projets peut-être moins bien payés, mais j'y vais quand même parce que je kiffe. Enfin, j'ai compris ça quand elle dit ça. Et en fait, c'est cet état d'esprit du jeune danseur ou de la jeune danseuse, qu'il ait fait formation ou pas, qui fait son endurance. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est au sortir d'eux, c'est ça qui fait ton endurance. Si tu croques vraiment le game en restant plusieurs années, ou si c'est juste éphémère parce qu'en fait, tu as mal calibré tes ambitions dès le départ, que tu sois en open ou que tu sois en formation. En tout cas, voilà, c'est ça. Okay. Merci Céline. Juste pour rebondir par rapport c'est vrai qu'en formation, en cours open, on trouve aussi des professeurs qui sont formateurs. Et je pense que surtout en académique, on a beaucoup aussi de professeurs qui se sentent engagés et qui sont formateurs à 100%. Et Dominique Lesdema en fait partie. Il y a aussi Colline Lancel pour tout ce qui est contempo. Voilà. Ça, c'est indéniable. Et là où tu as mis un petit doigt, c'est par rapport aux promos qui se passent dans une formation. C'est vrai que, et c'est là que ça devient des épreuves, parce que quand on arrive dans une promotion, on a des personnes avec des caractères différents. Nous, on a notre projet en tête. En fait, tout le monde arrive avec un projet en tête. Le projet, c'est je vais être danseur sur scène. Le projet, c'est je vais être professeur. Voilà. Ils arrivent avec tout ça, les jeunes danseurs en construction. Et ce qui se passe, c'est qu'ils commencent. Il y a 3 périodes dans l'année d'une formation. C'est que quand on arrive, on est motivé. Donc, il y a la motivation qui commence d'octobre jusqu'à à peu près Noël. Donc là, on sort tout, on donne tout, tout le monde est au taquet et tout ça. Voilà. Et après, on revient après Noël. Là, c'est janvier. Ça veut dire que la motivation de départ, du coup, elle s'est calmée. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qui va se passer pour que je puisse maintenant... Là, on rentre vraiment, à partir de janvier, on rentre dans le vif du sujet. Ça veut dire, tu n'as plus, comment on appelle ça, la fougue de la passion, de « ça y est, je suis dans une formation, je vais être... » Voilà, du début et tout ça. Donc ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir avancer ? Et c'est vrai que dans une promo, il suffit que tu en as 3 ou 4, ou même 1, qui n'a plus cette force, qui réalise, en fait, qui prend conscience que pour réaliser son rêve, il faut faire des efforts. Il faut être régulier, il faut être, déterminé, discipliné, la rigueur, ça engage tout ça, et qui se rend compte qu'en fait, c'est trop pour lui. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramener cette énergie à chaque fois.
Maintenant, toi, qui as toujours ton projet et qui est motivé, bah, est-ce que tu vas te laisser, tu vas laisser l'énergie de ces personnes-là rentrer dans ton énergie, ou tu vas rester focus et te pousser. C'est ce qui fait que dans des promos, par exemple, ils peuvent commencer. Nous, à Paris Dance School, on a c'est des formations avec des petites promotions. Ça veut dire on en prend 10 minimum, maximum 20, pas plus. Et dans ces personnes-là, par exemple, s'il y a une année où ils sont 15, bah, leur promotion, déjà, à la 3e année, ça veut dire au bout, bah, il va en rester 4 ou 5. Pour la simple raison que les 4 ou 5 qui ont été jusqu'au bout, bah, c'est parce qu'ils sont restés focus mentalement dans leur trajet. Ça veut dire les épreuves des autres qui tombent autour d'eux, c'est ça aussi une formation. Parce que ça tombe autour de toi. C'est une formation en danse. Hein. Ça tombe autour de toi et tu dis ah, oh là, il a lâché. Mais c'est la vie de toute façon. C'est la vie. Et c'est exactement ça. Donc ça veut dire que déjà en formation, il y a une sélection naturelle pour qui va être plus tard sur le marché du travail ou pas. Mais voilà, ça veut dire que il y a une sélection qui se fait au fur et à mesure des épreuves et tout ça. Okay. Dernière question, après on va laisser la parole aux jeunes s'ils ont des questions. Pour certains d'entre vous, ou plutôt la plupart, j'ai l'impression que votre formation vient de vous et de vos expériences passées. Est-ce indispensable ou pas ? Alors oui, complètement. Du coup, effectivement, quand tu as vécu les différentes niches dans la danse, donc pour ma part, je pense que je suis un peu comme Gator, c'est-à-dire voilà, comédie musicale, les artistes, mais aussi les compagnies, ton groupe de danse underground, aujourd'hui après la chorégraphie. Effectivement, quand tu as vécu tout ça, tu schématises ta formation par rapport à ça. Et tu as envie d'apporter ta pierre à l'édifice par rapport à ton vécu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est ce que tu connais. Et c'est ce que tu as expérimenté. Donc, en tout cas, pour ma part, oui, complètement, ton expérience et ton vécu créent vraiment ta formation sur mesure. Voilà. Et voilà. C'est de l'expérience personnelle, mais aussi, moi personnellement, j'ai toujours aimé la transmission. Ça veut dire ce qu'on m'a transmis, surtout nous danseurs, parce qu'en fait, nous, notre bibliothèque, c'est notre matière, c'est notre corps. Donc, j'ai toujours eu cette vision que je ne suis pas la finalité et qu'il y a une continuité. Et que cette continuité, c'est les débutants qui arrivent et il faut leur transmettre en fait. Donc j'ai appris d'excellents, j'ai eu des excellents formateurs, des excellents professeurs et je les remercie. Que ce soit aussi bien en hip-hop qu'en académique. En hip-hop, en tout mon popine, c'est Electric Boogaloo. J'ai commencé avec Skitter, paix à son âme, Mr. Wiggles, Popin Pete, Popin Taco, Sam, pas tout le temps, je l'ai eu 2 fois, mais si j'avais été à Fresno, je l'aurais eu, parce qu'il faut se déplacer. Mais voilà, j'ai eu en house, Brian Green, Tony Gogo, j'ai vraiment... et ces danseurs-là, moi c'est des maîtres, parce que c'est des maîtres dans leur discipline. Tout ce que j'ai appris, que ce soit ma première prof de danse, Debbie Tolan, c'est une américaine, qui m'a appris tout ce qui est technique Horton, claquette, contempo. Je me suis toujours dit, il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait de la transmission. Et je trouve que la danse, il faut transmettre en fait, parce que une fois que le corps vieillit, si t'as pas transmis ce savoir-là, c'est quelque part c'est perdu. Et vu qu'il y a toujours
une génération qui arrive, il y a toujours des amoureux de ça. Bah, autant les former et leur donner le savoir dans la justesse possible pour que eux, plus tard aussi, ils puissent aussi continuer la suite. S'ils peuvent aller le plus loin possible et vivre de leur passion, bah c'est super, c'est magnifique. Si ça reste juste de la passion, mais que ça continue à être transmis, bah c'est très bien aussi. Parce que même si on gagne notre vie avec la danse, ce qui est important, c'est que ça reste une passion. C'est ça qui fait qu'on gagne notre vie. On gagne notre vie pour rester, pour continuer à danser. Donc voilà. C'est vraiment par transmission. Donner aux autres, voilà. Donner aux autres, former des générations à continuer la suite, à être la suite de la bibliothèque, à être la continuité du livre. Merci. Ouais. Moi, pour en revenir un peu à ta question, je trouve que les chemins perso, bien sûr que ça forge de fou et ça peut entraîner de la motivation que tu n'as pas forcément quand tu vas directement dans une formation, à moins que tu aies vraiment la dalle. La dalle, c'est bien de l'avoir, mais ce qui compte le plus, c'est l'assiduité en fait. C'est la constance de la dalle et le vouloir progresser. Mais progresser à tout niveau, pas forcément que dans la technique de la danse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut te remettre en cause sur ta façon de travailler aussi. Pourquoi, par exemple, ça passe pas? Pourquoi ce cas, ça n'a pas marché? Pourquoi j'ai pas été rappelé sur ce contrat-là? Ça veut dire qu'à faire un travail sur ton mindset, quand tu es plus jeune, c'est plus compliqué. Quand tu viens aussi d'un milieu, on va dire, que c'est un peu plus street, c'est plus compliqué, tu n'as pas forcément les codes. On parlait d'horaire, on parlait du mindset quand tu es sur un plan. Donc c'est vrai que ces choses-là font que tu vas te façonner. Tes expériences, tes échecs, le fait que tu galères vont faire que tu auras plus la dalle de réussir. Ce qui est bien, on va dire, dans les formations, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, tu as cet accompagnement-là aussi, qui est fait, comme je disais, le mindset en fait. Donc on t'apprend, par exemple, avec les élèves, le retard en cours, en fait, tu préviens, tu t'excuses, c'est la base. Parce que nous, on n'a pas l'habitude. Quand on s'entraîne dans des salles à droite à gauche ou avec tes potes, t'as rendez-vous pour le concours ou je sais pas quoi, t'es en retard, ouais, c'est bon, ouais, c'est pas grave. Mais en fait, tu fais ça en compagnie, le chorégraphe, il dit rentre chez toi, il y en a 100 qui attendent de prendre ta place. Et toi, tu es là, oh. Ouais. Donc en fait, c'est toutes ces expériences-là qui fait que tu te forges en fait. Et c'est vrai que dans les formations, encore une fois, tu as ce truc-là d'accélération qu'ils peuvent te dire leur expérience et essayer de t'inculquer, en fait, comme à l'école, en fait, où on t'apprend des codes de travail. Le travail en groupe, mettez-vous en équipe, on commence à travailler ensemble, apprendre à écouter l'autre, savoir mettre son ego de côté, en tant que danseur aussi. Donc tout ça, tu l'apprends quand tu as un coach ou un mentor qui a un peu plus de vécu, qui connaît, et il sait aussi te guider dans ça. Et au-delà de la technique. Donc, contrairement à ce qui se fait beaucoup dans les cours open, la formation, tu as suivi là, bien sûr, si les formateurs sont dans cet état d'esprit. Mais souvent, par exemple, quand c'est des gens qui ont été eux-mêmes danseurs, comme Kane, par exemple, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, tu sais par où tu es passé, tu sais ce que les gens ils ont besoin aussi. Donc, tout le fait d'être formé, aujourd'hui, un danseur professionnel, c'est pas juste un bon technicien qui suit des chorés. C'est quelqu'un qui sait se vendre, qui doit savoir se vendre. C'est quelqu'un qui maîtrise un petit peu les réseaux. C'est quelqu'un qui va être son propre manager, son propre gestionnaire, son propre comptable si t'es pas à un niveau encore, mais voilà, savoir gérer les différents statuts. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est vrai que si des formations te permettent de le découvrir plus vite, encore une fois, ça aide. Mais est-ce que les formations peuvent te donner vraiment la dalle, le feu qui est en toi et qui fait que tu aurais réussi peut-être sans cette formation? Je pense pas. Ça accélère, mais le feu, il doit venir de toi. Et encore une fois, le feu, c'est bien de l'avoir, mais il faut le maintenir. Donc c'est l'assiduité. On connaît beaucoup de danseurs qui sont très bons, mais qui n'ont pas fait carrière. Pas parce qu'ils sont pas bons en tant que danseurs, mais c'est qu'ils n'ont pas eu la niaque nécessaire sur la durée ou le mindset qu'il fallait, la remise en question, donc qui est importante. Donc voilà, le mindset, essayer d'être, ça c'est dans ma philosophie, d'être le plus positif possible, être cool avec tout le monde, que ce soit le petit technicien qui est là, ou le chorégraphe ou le producteur, prendre personne de haut, parce qu'aujourd'hui, toi, tu es là, lui, il est là, demain, ça va être peut-être le contraire. Donc, il faut apprendre à respecter vraiment tout le monde et avoir ce mindset. Quand on est plus jeune, c'est plus difficile à gérer ça. Surtout si on est bon, si on a la chance d'être bon en plus techniquement, par exemple. Parce qu'on croit que
qu'on est les meilleurs, on est les plus forts, et puis au fait, tout le monde est remplaçable. Donc, quand tu fais partie d'une compagnie, c'est là que tu te rends compte que tu peux sauter à tout moment, en fait. Et les gens derrière, ils font la queue. Donc, il faut avoir ce mindset-là. Et c'est vrai que le fait d'avoir pas mal galéré fait que tu connais en fait, le prix de ta place. Et comme quand tu as perdu beaucoup de concours ou de battles, tu sais ce que ça représente et tu sais que la chance que tu peux avoir quand tu fais une tournée avec un artiste et qu'au lieu de faire des caprices entre guillemets de diva parfois pour des chambres ou je sais pas quoi, tu fais en fait je suis déjà chanceux d'être là et avoir ce mindset quoi. Parce que c'est avec ça que tu vas durer, c'est avec ça qu'aussi les gens ils auront plaisir à te recontacter et à bosser parce que quand tu bosses avec les gens, quand tu constitues par des équipes, tu constitues pas que des équipes de danseurs, tu constitues aussi des équipes d'humains. Donc avec qui ça se passe bien et c'est vrai que ça c'est super important. Et encore une fois, ça dépend de ta formation. Si les gens sont là aussi pour bien t'encadrer et te donner aussi ces cartes-là qui sont pour moi essentielles au-delà de la danse, tu as tout gagné, quoi. Merci. Donc c'est bien de souligner qu'on ne parle pas que de... C'est pas forcément le meilleur danseur qui va le plus tourner, qui va le plus faire... mais c'est plutôt le positionnement, comment il va se positionner par rapport au plan qu'il va avoir ou pas, etc. Et je pense que c'est même plus important que d'être un excellent danseur, en fait, en réalité. Si tu as le tout en même temps, c'est très bien. Mais si tu as un mauvais positionnement et que tu es négatif, comme tu as dit, ou tu es mal positionné, au bout d'un moment, ça ne tourne plus. Parce qu'en fait, notre milieu est petit quand même au final, en réalité. Donc tu peux être vite blacklisté. Je laisse la parole à... Si vous avez des questions. Il y a plein de questions, elle. Pour lui donner un micro, du coup, fais passer. Tu te présentes, tu dis ton nom. Tu dis qui t'a formé. Non, je rigole. Alors, j'ai 3 questions, mais je vais dire en une fois. Ma première question, elle est pour toi. Je voulais savoir comment tu as pu gérer le fait d'être pluridisciplinaire, mais du coup, en comédie, en chant et en danse, parce que tu le dis pas, mais tu as été médiatisé avec un télécrochet de chant. Comment tu as pu gérer le fait d'être autant suivi et poussé aussi, parce que je pense que sur une période de ta vie, tu suivais juste des informations, c'était du kiff, mais quand tu es dans un programme, c'est vraiment, il se passe ça tant à ce moment-là, et puis après, il faut faire ça. Si derrière, après, peut-être il y a de la promo, tu dois faire plein d'interviews, etc. Enfin, vraiment le fait d'être autant guidé et d'avoir fait le choix de, sur une partie de ta vie, mettre en priorité le chant. Donc, c'est ma première question pour toi. Et après, c'est pour tous les formateurs. Je voulais savoir comment, au niveau du mindset, vous gérez vos élèves. Si vraiment vos formations prennent aussi le côté mental des personnes, s'il y a un accompagnement plus ou moins personnel avec vos élèves et comment vous les gérez, comment vous arrivez à toujours garder l'énergie et la vision dans vos formations, parce que vous pouvez avoir un projet, mais si les personnes qui sont dedans, elles ne le suivent pas, et votre projet à vous aussi peut tomber à l'eau. Et je voulais rajouter aussi le fait que justement, je suis d'accord avec le fait qu'être en formation, pareil que pour toi, c'est vraiment... on sait qu'on a ça à apprendre, ça à apprendre, ça à apprendre, et au final, on suit juste... le flow, quoi. Nous, je sais que ici à Urban Talent, on était dans des cours open à la base, on faisait qu'un cours par semaine. La structure a choisi d'ouvrir une formation professionnelle et nous, comme on est les plus grands, on l'a intégré automatiquement, mais on n'a pas fait ce truc de s'inscrire dans une formation. Donc, nous, on a nos études à côté, on a nos parents, etc. Donc, on n'a pas fait, par exemple, comme vos élèves, le choix d'entrer en formation et d'être en accord avec sa famille ou de mettre sa vie de côté, par exemple, avec les études. Donc, je voulais savoir si vous aviez des élèves en études, si c'était possible de gérer ou pas, parce que, par exemple, sur des plans comme Arabs Got Talent, je me demande comment, et s'il y a des élèves qui sont à l'école, font pour une période se déplacer, parce que moi, je sais que je ne pourrais pas rater tant de cours, ou s'il y a des examens... c'est impossible pour moi, pourtant je kifferais tellement le faire. Enfin, voilà. Donc, ça va un peu passer. Elle a fait plein de questions.
Ouais, commence. Parce que c'est... Voilà, faut... Écoute, ça va me faire revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire faut apprendre à se connaître avant d'aller apprendre à faire. Et pour moi, ça a été, si on va du plus simple au choix les moins évidents, où j'ai dû, voilà, où il y a des choix, voilà, on va dire qu'il y a des choix pour moi qu'on fait sans savoir si ce sont les bons. Bon, on ne sait jamais si c'est les bons, mais il y a des choix qu'on fait sans trop savoir, on voit si ça va marcher ou pas. Il y a un choix que j'ai fait en étant à peu près sûr que c'était le bon, c'était qu'effectivement, danse, comédie, chant, il y a un moment, mon corps est fini dans l'espace et le temps, il va falloir que je me forme, je ne peux pas me former dans tout, je n'ai pas l'entourage de Michael Jackson, effectivement. Bon, donc ok, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Il y a une chose qui a été une évidence, malheureusement ou pas, j'en sais rien, je suis très intolérant à la douleur corporelle. Mais c'est très dommage, mais... ça commence à être moins, mais aussi par nécessité, parce que effectivement, j'atterris dans Molière, le musical, je vois les danseurs, ça me fait tellement plaisir de les voir. Je dis ok, je commence à reprendre un peu les étirements. Je peux toucher le sol maintenant, let's go. Mais ça, depuis que je suis gamin, la douleur corporelle, c'est terrible. Je n'y arrivais pas. Il y a un moment, tu veux être danseur pro, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Au moment, comme on le disait, t'es là, bon, ne serait-ce que les étirements, mais bon, effectivement, t'as mal, t'as des courbatures, 2e jour, 3 jours, 4 jours. Bon, il y a un choix à faire. Il y a une de ces 3 compétences qui ne va pas être le centre de ma vie dans le métier. Donc ça a été, il y a la danse qui a effectivement pris moins de place dans le côté formation de ma vie. Maintenant, pour ce qui est effectivement, c'est vrai que je ne vais pas parler de The Voice. Ce qui est marrant, c'est que c'est un accident de parcours, je n'ai pas fait exprès. J'étais comédien, je vois un casting qui recherche des gens précisément pluridisciplinaires à ce moment-là de ma vie. Je ne vois pas du tout qu'en fait c'est un concours de chant, je ne suis pas au courant, je comprends pas. Du coup, je me retrouve effectivement dans un concours de chant à Dijon. Et dans le casting, il y a donc le directeur de casting de The Voice. J'ai atterri dans l'émission après parce que à ce moment-là de ma vie, j'ai même pas de technique vocale. C'est juste, je pense que j'ai toujours été un gamin fort de propositions scéniques et sincère. Donc, pour moi à ce moment-là, ce qui fait que c'est devenu une priorité par la suite, c'est tout simple, je vais faire cette émission. Ça marche ou ça marche pas. Soit je fais des passages, c'est rincé, pas de fauteuil, ou alors un fauteuil. 2e passage, ça marche pas, ça prend pas sur internet, les gens, mes propositions passent pas. C'est pas grave, je continuerai full théâtre, ou alors voilà, j'irai chercher mon identité sur scène ailleurs que là-dedans. Il se trouve que ça s'est très bien passé. Pas comme les gens l'attendent par rapport à cette émission, parce qu'effectivement ils sont très forts, comme beaucoup d'émissions, pour se donner l'image absolue de tremplin qui révèle 10 000 personnes, alors qu'en fait on est 120 à la première étape, il y a 2 personnes qui percent à la fin de l'émission. Quand on est bien, souvent c'est plus une. Et c'est pas, je dis pas que c'est pas grâce à eux, mais en tout cas c'est pas eux qui poussent, sauf si vraiment ils mettent tout sur moi. Mais voilà, dans le cadre d'une émission d'un gamin qui n'est pas chanteur, qui est comédien, qui chante, voilà, moi je me demande très simplement, est-ce que mes passages vont marquer ma saison? Est-ce que ça va parler aux gens? Ça parle aux gens? Ok. Il y a quelque chose à faire? Ok. Je suis fort en autodidacte? Non. Il faut que j'aille chercher les infos? Ok. C'est à ce moment-là que je vais effectivement à Florent Musique, parce qu'il y a un moment, mes maquettes personnelles qui sonnent pas du tout et mes chansons que je peux pas partager parce que je sais pas comment on fait du son, c'est dommage. Et également, j'ai besoin, encore une fois, d'un groupe et d'aller chercher les gens qui vont devenir mes premiers camarades de vie. Et j'avais de la chance parce que j'avais déjà fait l'expérience avec Florent Théâtre. Donc j'étais à peu près sûr que ça allait se passer comme ça pour Florent Musique. Voilà, je termine Florent Théâtre. Au départ, il n'y a rien. Ah oui, c'est vrai, je suis génération Covid, j'avais oublié ça. Cela dit, ça c'est assez marrant. Au début, c'est chiant. Parce que tu sors d'école de théâtre, t'as envie de jouer, tu peux pas, tout le monde est chez soi. Et en fait, tout le monde sort d'école de théâtre et fait rien, parce que de toutes les manières, tu sors, souvent personne n'a de projet. Donc au moins, moi j'avais une raison, c'est que tout le monde devait rester chez soi. Donc au moins, ça m'a aidé à me dire, c'est pas grave, concentre-toi sur autre chose. Et donc aujourd'hui, je savais que mes camarades à Florent Théâtre, c'était mes premiers employeurs, et moi-même je les employais avec, on se payait des 50 balles par-ci, par-là, c'était très bien.
Et ben c'est ce qui allait arriver normalement avec Florent Musique, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis pas du tout, c'est pas du tout ce qui me fait manger ma musique personnelle, mais ben, les premières personnes qui m'accompagnent sur scène, c'est les gens que j'ai rencontrés en école. Et pareil, hein, quand il y a besoin d'un claviériste, d'un pianiste, et que je suis dispo, ben, on n'était pas beaucoup dans ma promo, ça va être moi qu'on appelle. Mais c'est pas mon métier principal, encore une fois. Mais donc voilà, pour ce qui est des choix, des priorités, c'est passé par voilà, tout d'abord, très simplement, il faut apprendre à se connaître, effectivement, et apprendre à connaître la réalité du métier aussi. Par là, j'entends, peut-être je me trompe, et je serais ravi de me tromper. Pour le coup, la danse, c'est ce qui permet, je trouve, dans mon parcours, c'est d'être le moins... si tu veux en faire un métier principal, être danseur, c'est ce qui permet le moins d'être pluridisciplinaire à la base. Encore une fois, c'est du 8h, 19h tous les jours. Il y a une rigueur qui permet moins de se dire... je trouve le niveau, la rigueur que ça demande corporellement, elle est tellement vénère quand tu veux suivre avec des danseurs de comédie musicale. Je reparle de Molière, hein, mais ça c'est assez marrant. J'ai un corps. Je sais bouger dans l'espace, j'ai une vraie dégaine de danseur à la base. Ce qui fait que ça a douillé le metteur en scène. Je pense qu'il ne peut pas l'admettre. Mais à la base, il m'a mis dans les chorés des danseurs. Il y a différents niveaux de choré. Il y a les chorés des danseurs, les chorés que font aussi les comédiens, les chorés que font aussi les chanteurs, machin. Et en fait, il m'a mis avec les danseurs parce qu'en fait, j'ai une énergie qui traduit l'énergie d'un danseur pro. Je ne suis pas danseur pro. Il a laissé tomber au bout de 2 semaines, mais je suis content d'avoir tenu 2 semaines. Mais voilà, c'est pour retraduire le fait que bon, voilà, dans cette pluridisciplinarité-là, si tu veux te considérer à un moment danseur professionnel, je trouve que ça ne peut pas se faire en étant également, en tout cas surtout à un jeune âge, comédien professionnel, chanteur professionnel, quoi qu'encore comédie musicale. Ah, c'est dur. Hein. J'ai pas la réponse, je suis encore trop dedans à l'instant T, mais je pense que l'énergie que ça demande d'être vraiment danseur pro et de se spécialiser dans le nombre de danses différentes qui existent, ça permet pas aujourd'hui, je pense, ça m'a pas permis, moi en tout cas, de me spécialiser à la fois dans la danse et dans les 2 autres choses que j'ai mis en avant. Et cela dit, l'une après l'autre. D'abord le théâtre, c'est ce qui était mon premier besoin, c'est de raconter des histoires au plateau. Donc c'est passé par le théâtre. Puis le chant, parce que The Voice, ça révèle un truc, je dis, ah tiens, il y a un truc à faire. Et puis j'adore ça. Et musicalement, il y a un autre background, ça pour le coup, on garde ça pour des trucs où je vais pas m'accaparer le micro. Et voilà. Et c'est très amusant parce qu'en plus, quand j'ai commencé mon truc de musique, je me suis dit, peut-être que c'est marrant, j'arrête pas de faire des formations, peut-être que la formation que je vais faire en sortant, ça va être une formation de danse, quoi. Et alors évidemment, pas avec les mêmes attentes, parce que quand on commence une formation de danse à 27, c'est pas la même chose que quand on la commence à 18. Mais voilà. Ça va un peu dans tous les sens, mais j'essaie de donner le plus d'infos que je pouvais. Je voulais revenir sur le côté accident de parcours. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que l'accident de parcours, il faut le provoquer, il faut y aller, quoi qu'il arrive, en fait, en réalité. Je pense pas qu'en tant qu'artiste, il y ait des accidents, en fait, en réalité. Si tu ne te permets pas d'y aller, ou si tu n'es pas te permis d'y aller, tu serais pas là où tu es maintenant, en fait, en réalité. Donc, les accidents, en fait, en vrai, pour moi, c'est pas des accidents, faut les provoquer. Et même si, quand tu l'as fait, tu n'y croyais pas, il y en a plein qui ne l'auraient pas fait, en fait, en réalité. Et c'est pas une question de je suis à l'aise dans telle discipline ou pas à l'aise, ou je suis fort ou je suis pas fort, ou j'arrive là comme par hasard, etc. Parce que même si pour toi c'est un accident, tu as passé l'étape et après tu t'es donné les moyens pour arriver à tes objectifs. Et c'est ça qu'il faut retenir, les gars. C'est très vrai, c'est très très vrai. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose, parce que ton parcours, il m'interpelle. Et comme on est là aussi pour donner un petit peu de notre expérience aux jeunes, il y a un mot que tu as dit qui était la réalité du métier, qui m'a tout de suite il faut que j'en parle. C'est important parce que on a souvent l'impression qu'être danseur professionnel, c'est tout le temps ou souvent quelque chose de super hype et super à la mode. Je passe à la télé, je suis avec tel artiste, je suis en tournée, je suis dans tel pays, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors que franchement, dans la totalité de ma carrière, des plans où j'ai réellement kiffé, ça veut dire à 100%,
Il n'y en a pas eu tant que ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de mettre en avant le mot métier. Métier ou travail. Quand la plupart, on est rare à avoir cette chance de faire ce qu'on appelle un métier passion. Mais quand bien même ça reste un métier, ça reste un travail. Et il y a ce côté un petit peu, des fois, relou, chiant, comme on disait tout à l'heure. J'ai pas forcément envie d'y aller parce que faire, je sais pas, par exemple, avec les 10 commandements, on a dû faire plus de 1000 représentations. Faire 1000 fois la même chose, quand bien même tu aimes, ça devient lassant. Après, tu repars sur un autre spectacle, tu refais les mêmes zéniths, tu retournes dans les mêmes hôtels, des fois au même étage, presque ça m'est arrivé d'arriver dans la même chambre, sur un autre plan. Même ça, voyager, je ne sais pas pour vous, mais même je suis arrivé à un stade, à un moment donné dans ma carrière, je ne voulais plus voyager. Je ne voulais pas faire de valise, je ne voulais pas prendre l'avion, je ne voulais pas prendre le train, je ne voulais pas arriver dans un hôtel, je ne voulais pas manger autre part que chez moi. J'avais envie de rester avec ma famille, un petit peu. Donc, la réalité du métier, c'est, voilà, il y a beaucoup de sacrifices derrière ce genre de carrière. Et il ne faut pas voir ça que du côté hype. Il y a aussi une sorte de revers de la médaille. Et c'est important de prendre conscience de ça aussi. Et par rapport à ce que tu disais, je pense qu'il faut aussi être ouvert. Alors, quand je parle d'ouverture, ça veut dire que quand bien même tu es danseur hip-hop et que tu as une certaine vision de ce que tu as envie de faire comme métier, il faut vous dire qu'il y aura beaucoup d'autres choses qui vont vous apporter, quand bien même ce n'est pas hip-hop, ou quand bien même vous avez l'impression que vous ne faites pas vraiment ce que vous aimez. Le métier, c'est aussi ça. Je vais prendre l'exemple, je ne citerai pas de nom, mais à la sortie des 10 commandements, il y en a qui sont partis travailler à Disney. Bon, là, tu passes de Daniel Lévy, paix à son âme, Ahmed Mouissi, la plus grande comédie musicale, pour l'époque en tout cas, à te mettre un costume de Mickey ou Balou. Et, voilà, mais tu y vas pour le travail. Pourquoi je parle de ça? Parce que quelques années plus tard, certains danseurs qui étaient à Disney sont passés chorégraphes. Et puis après, on travaillait en tant que marionnettistes. Donc voilà, les accidents, en fait, c'est pas vraiment des accidents. Faut s'ouvrir. Le métier, tu parlais de niche, justement, j'aime bien ce terme. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent vous apporter dans ce milieu de la danse. Donc ouvrez-vous. Moi, j'ai commencé à Châtelet-Les-Halles, j'ai fini dans un cabaret à faire du French cancan. Ah, ouais, qui l'eût cru? Voilà. Donc, j'ai gagné des battles, j'ai fait des émissions, des télécrochets, Incroyable Talent, j'ai fait des compagnies, on a fait des télés, on a travaillé pour... Il faut s'essayer à plein de choses, il ne faut pas être fermé, il ne faut pas que vous ayez qu'une seule idée de ce qu'est ou ce que devrait être le métier de danseur. J'ai travaillé, j'avais fait un spectacle que j'avais adoré, d'ailleurs, c'était sur Joséphine Baker, où je devais jouer un petit peu de comédie. J'étais pas comédien, mais il y avait des petites scénettes et il fallait travailler. Voilà, c'est des choses comme ça. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert et ne pas avoir une idée arrêtée de ce qu'est le métier de danseur. Le métier de danseur, ça peut vous emmener mais tellement loin. Donc, soyez ouverts et n'ayez pas peur de tester des choses. Je pense que c'est important. Et puis, en plus, vous pourrez peut-être découvrir une autre passion derrière ça. Donc voilà, c'était une petite... Très très rapidement, parce que juste, pour le coup, ça me fait avoir un écho direct avec Antoine Nia qui joue avec nous du coup sur Molière. Du coup, toi, c'était sur Joséphine. Bon, je t'aurais pas vu dedans du coup. Mais effectivement, vous allez pouvoir être amené, si vous dansez dans des comédies, à jouer. Et Antoine, en l'occurrence, à la base, c'est clairement parce qu'ils ne veulent pas mettre de l'argent ailleurs. Mais on s'en fiche. Il y a un moment, il faut une doublure en plus. C'est Antoine qui l'a fait. Donc, il se retrouve à faire un rôle. Et lui, il est danseur. Il fait un rôle durant tout le spectacle. Et son post qui suit sur Instagram, pas le post de 2 mois d'après, pas machin, le post qui suit, c'est des images. C'est comme il est heureux d'avoir vécu ça. Et c'est à cette nouvelle aventure qui commence pour moi. Je ne sais plus exactement, un truc du genre. Et le mec, il réalise que
j'ai peut-être aussi envie d'aller voir ce qui se passe côté comédie de ce métier. Parce qu'effectivement, avant tout, donc on est danseur, on est comédien, on est chanteur, on est artiste du plateau et du spectacle vivant. Et effectivement, il y a beaucoup de belles surprises que j'ai eu tort d'appeler des accidents. Ouais, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, un peu sur les côtés obscurs sans être trop pessimiste. C'est vrai que là, je me fais un peu la voix du tacleur. Mais il y a un truc dont on parle jamais dans la danse, c'est l'après. Et de certains autres côtés dont on parle pas. Moi, je trouve qu'aujourd'hui encore, même si la danse, tout le monde a un peu... on reconnaît un petit peu ce métier, on sait ce que c'est quand même hyper déconsidéré dans la société dans laquelle on vit. Et même si c'est starifié, aujourd'hui on a des stars dans la danse, on a des grands chorégraphes et compagnie, donc ça donne envie de faire de la danse. Et c'est pour ça que les formations elles marchent. Mais aujourd'hui, je vous jure qu'en parlant avec des gens qui ne sont pas de la danse, c'est un métier qui est déconsidéré et il faut être prêt à ça dès le départ, à savoir que c'est un métier de kiff total. C'est-à-dire que moi, ça fait 23 ans, et je ne suis pas blasé, mais pas du tout blasé. Quand je danse, je suis toujours autant de kiff. Mais quand vous allez parler avec d'autres gens, la première réaction, c'est « Ah, tu danses? Ah ouais, génial !» Il y a un fantasme autour du danseur. Donc tout de suite, ça crée un intérêt, une curiosité. Voilà. Ouais, tu connais les Twins, tu sais faire la coupole. Chaque génération a assez cliché. Mais passez 10 minutes, vous posez la question à n'importe qui a un autre métier. Est-ce qu'il veut échanger son métier avec le vôtre? Il fait « Ah ouais ». Il va réfléchir et finalement, il n'appuiera pas sur le bouton. Parce que je vous donne un exemple, par exemple, dans les clips. À l'époque, c'était quand même un kiff d'aller faire un clip. Mais souvent, ils n'étaient pas payés. Et encore aujourd'hui, vous allez voir un staff dans un clip. Les seuls qui ne sont pas payés, souvent, c'est les danseurs. Encore. Après, c'est à chacun de pouvoir revendiquer ses droits. Mais attention déjà à l'après-carrière, et même pendant, aux yeux des autres, le regard que la société porte sur nous est encore malheureusement dépréciatif aujourd'hui. Et ça, avant de commencer et dans les débuts, il faut s'en rendre compte, être conscient de ça, qu'on va rentrer dans un monde où malheureusement, devant un banquier, on est crédibilité pas ouf. Hein. Voilà, si on va accéder à la propriété, si on veut, je vais vous dire un truc très bête, même devant, on n'est pas les gendre idéal non plus. Non mais voilà, on a tous vécu des situations, en tout cas moi j'ai vécu des situations où ton petit copain il est danseur. Ah, ok. Bon, c'est quoi son vrai métier? Et mon histoire personnelle, elle est un petit peu drôle. Vous savez, moi c'est marrant, j'ai 44 ans, puisque bientôt 45, et j'ai repris mes études là récemment. Et quand je l'ai dit à ma mère, je pensais qu'elle allait me dire ouais vas-y, qu'est-ce que tu fais? Mais elle l'a pris tellement au sérieux, parce que pour elle, encore aujourd'hui, malgré que j'ai des studios et j'ai fait ci, j'ai fait ça, ben c'est toujours pas un métier pour elle. Et quand je lui dis que je reprenais une fac d'histoire, j'ai eu ma première fan. Et elle me demande mes notes et tout. Et elle me dit, c'est bien, tu vas encore... C'est génial, tu vas pouvoir avoir un métier. J'avais envie de dire, mais maman, wesh, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que tu racontes? Rempli des théâtres, j'ai fait des trucs de dingue, j'ai acheté des biens avec ce que je fais. J'ai ma famille, j'ai 3 enfants, machin. Ça y est, c'est bon, c'est mon métier, ça fait un bail que je l'ai. Même en lui expliquant ça, elle comprend pas. Parce que les gens sont matrixés sur qu'est-ce qu'un vrai métier, qu'est-ce que c'est un truc pour s'amuser. Et pour la plupart des gens, danser, c'est pour s'amuser. Être artiste. Voilà. Et voilà. Donc il faut être prêt à cette image qu'on renvoie aux autres. Parce qu'on peut tomber des nues et se dire « Ah ouais, mais pour moi c'est un métier, tout le monde m'a dit en formation, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » Mais attention. Voilà. C'est ce que je veux dire. Non, après, on est artiste et on est marginal par rapport à la société. Donc il faut être solide. Voilà, il faut être solide par rapport à ça. Parce que sociétalement parlant, il faut avoir un métier qui rentre dans une case, etc. Et à partir du moment où on n'arrive pas à rentrer dans une case, ça devient compliqué pour les personnes, pour autrui. Mais en réalité, je pense que, pour conclure, après, parce que ça fait 1h40, le plus important, c'est de savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce qui va nous animer au fond, dans notre cœur, en fait, en vrai. Et je pense que si on est tous là assis ou si vous êtes là en train d'écouter, c'est que
Par exemple, moi, lorsque je danse ou en tant qu'artiste, ça me fait vivre en fait en réalité. Et je veux faire, comme tu as dit, rien d'autre que ça en fait. En vrai. Du coup, je me suis donné les moyens de pouvoir faire rien d'autre que ça. Et après, ce que les autres en pensent, j'en ai rien à cirer en fait en réalité. C'est pour ça qu'on est tous là, on arrive à ce niveau-là. Mais on sait que de toute façon, sociétalement parlant, on est marginal parce qu'on fait un truc que beaucoup ou veulent faire ou fantasment de faire et ne feront pas, ou ne sont pas capables de le faire en fait en réalité. Du coup, après, les jugements des autres, personnellement, moi je m'en tape. Parce que de toute façon, les gens qui sont autour de moi, en vrai, on vit la même chose en fait en vrai. Mais c'est vrai qu'il a raison. Après, avec le temps, ça passe au-dessus. Est-ce que je réponds à la question de Axel sur le suivi? Je réponds rapidement sur le suivi, parce que c'est une excellente, vraiment une excellente question, parce qu'effectivement, tu as une formation, et si ça ne se passe pas bien, en fait, les gens parlent, et en fait, ta formation, entre parenthèses, elle meurt. Nous, aujourd'hui, c'est notre 4e promotion, et en fait, sur le suivi, c'est très très simple. Effectivement, le mot, c'est tu mets le students au centre de tes préoccupations et au centre de ton programme pédagogique. C'est beau sur le papier, mais dans les faits, comment tu le mets en place? Si par exemple demain tu veux rentrer à la Neo Dance Academy, tu vas faire un casting où tu vas faire une première session en classique, une deuxième session en hip-hop fondation avec Loïc Légendes Urbaines. Tu vas faire une partie plus choréo avec Tombi, plus une partie un peu plus contempo. On va avoir ta carte d'identité de la danse, c'est-à-dire on va savoir comment tu réagis un petit peu au niveau de ça. Mais après ça, on ne va pas te dire on te prend, même si ton niveau est bien. On va faire un entretien avec toi d'1 heure. À la suite de cet entretien, on va voir si effectivement, dans l'année à venir, tu es complètement, on va dire, apte au niveau du mindset pour vraiment vivre cette année. Ok, tu rentres à la Néo. Donc là, il y a un autre travail. Le travail, ça va être le travail du suivi. Le suivi, ça va parler des directeurs pédagogiques avec toi. Ça va être les directeurs pédagogiques avec les néo-formateurs. On ne parle pas de professeurs, nous, on parle de néo-formateurs parce que c'est des formateurs. Et des néo-formateurs entre eux. Et en fait, ça, c'est le temps de tous les jours. C'est de tous les jours, il faut parler avec tout le monde, il faut prendre les infos de tout le monde, il faut créer des corrélations. Ah, en ce moment, vous travaillez le battle. Ah, tiens, on va demander à la professeure de jazz aussi de travailler de l'expression libre sur du jazz. Pourquoi? Parce que c'est intimement lié. En fait, ce que je veux te dire, c'est que la formation, et je pense que Annick, elle est d'accord, c'est vraiment une responsabilité parce que nous, on est parents et en fait, ils nous appellent tonton, tata. Pourquoi? Parce que en fait, on a envie qu'ils réussissent comme nos enfants. Vraiment, 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 vraiment. Donc, il y a l'avant, il y a le pendant et l'après. Nous, on a créé ce qu'on appelle des alumni, c'est ce qui est un peu en école de commerce, c'est-à-dire que notre promo d'il y a 4 ans, on est toujours en connexion avec eux. Et t'es intermittent, ok, tu voyages, etc. etc. Parce qu'en fait, quand tu as une formation, effectivement, tu as 2 satisfactions. La première, c'est effectivement, ça devient des tueurs en danse. Ah, lui, il a tué. Ah, le batteur, il a tué. Là, dans cette comédie musicale, il a tué. C'est une satisfaction. Mais la satisfaction première aussi, c'est cette personne, elle vit de la danse. Elle vit de la danse. C'est-à-dire qu'elle va avoir des enfants, elle va pouvoir s'acheter un appartement, elle va pouvoir être crédible devant le banquier, elle va pouvoir voyager, elle va pouvoir vivre de sa passion. Ça, c'est la satisfaction première. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Je peux compléter comme ça pour compléter ce qu'a dit Ken sur comment nous on visualise en tout cas notre formation et le fait de mettre chaque student au centre du projet. On a un programme pédagogique qui est construit, on va dire, selon notre vision, qui regroupe plusieurs piliers. Ça se reproduit chaque année, mais chaque promo, on suit constamment la temporalité de la promo, ce qu'elle vit, ce qu'elle amène en tant qu'énergie à travers nos piliers et à travers notre programme pédagogique. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est janvier, on sait que c'est assez difficile, la reprise, ils sont... Tu vois, ça tombe malade. Il y a des petites choses un peu moins comme le début, c'est ce que tu disais, Annick, sur la période idyllique et tout, où tout le monde est là, en feu et tout. Tu vois, on va suivre de façon à ce que, ok, un peu plus d'absence, ils sont malades, on a l'impression qu'il y a une perte un peu
de vision sur le pourquoi ils sont là. Ok, pendant 2 semaines, on les voit en entretien, chacun 10 minutes sur le temps des cours. Donc effectivement, ils sortent de cours et on va trouver des petits trucs un peu symboliques. Entretien avec Ken ou avec moi. On a un tableau des objectifs dans nos piliers. Donc ça fait 5 piliers. On a performance, singularité, créativité, entrepreneuriat et mindset. Et en gros, on va aller questionner, ok, janvier-février, la période dure 6 semaines avant les vacances. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu focuses? Ça va être quoi ton boulot sur la performance? Ça va être quoi sur l'entrepreneuriat? Et on va creuser comme ça. Et en fait, on se rend compte, ce temps-là, nous, ça nous prend des matinées, en fait. On a 150 students. Mais ce temps-là, privilégié de rester 10-15 minutes, voire 20 minutes parfois, quand on sent que la parole, elle n'est pas précise, elle est dans le flou, qu'il y a un peu de la perte de direction, de vision chez le student, fait qu'on se dit, on arrive un peu à remettre sur les rails. Tu vois? Et du coup, ça remet une espèce d'énergie. Et après, nous, on va très loin. On est vraiment un peu ouf. Tu vois, on plastifie les tableaux, on les met, on les colle sur le mur. Et quand ils arrivent à 8h30, ils voient les tableaux comme ça, 90 lignes, voire plus. Et en fait, on essaye de les sensibiliser sur la temporalité qui traverse au moment T, à l'instant, tu vois, et se dire comment nous, nos objectifs, on peut les adapter à ce qu'ils vivent. Tu vois? On a un peu ce suivi-là et on a une coordinatrice pédagogique dont on va peut-être dédicacer le nom quand même, c'est Nathalie Lucas. C'est en plus d'être néoformatrice, elle est coordinatrice pédagogique. On va dire, elle fait un peu ce rôle de CPE. Et donc, ouais, c'est vrai, c'est un peu la CPE de la formation. Mais un student qui aura un problème ou quoi, enfin, un questionnement, la contacte, lui demande un entretien, elle fait l'entretien. Si on a besoin de creuser plus, c'est un entretien supplémentaire avec Ken, moi et elle. Et souvent, nous, on a notre journée de chorégraphe aussi. Donc souvent, ce sont des choses qui se passent le soir, 20h, 20h30, 21h. Et donc ça, c'est du temps en plus, mais qui pour nous n'est pas du temps en plus, c'est ce qu'on vous doit, entre guillemets. On se dit, si des jeunes parfois se saignent pour se payer une formation, il y en a plein qui travaillent à côté, enfin, c'est difficile, parfois les parents n'accompagnent pas. C'est pas qu'au niveau financier, c'est même au niveau, ils sont pas trop d'accord avec ce choix de faire de la danse. Donc, on se doit, nous, d'être un petit peu le socle, non pas le bureau des plaintes ou non pas les infirmières, mais un petit peu le socle ou la soupape de recueillir les pertes et les peurs et tu vois, de remettre un peu du muscle derrière. Donc ça, en tout cas, c'est ce qui se passe chez nous et c'est en ça où c'est la danse, le métier et aussi le développement, passage ado-adulte, exactement. Comment tu grandis et comment tu prends ton envol. Et malheureusement, je finirai avec ça, on a quelques étudiants, mais ce sont des étudiants qui font le choix aussi de faire la fac, par exemple, à distance. Donc, ils doivent juste être présents sur leur temps de partiel. Ça, c'est OK, mais tous les jours, ils sont à la formation. Et si jamais tu étais... si tu voulais rentrer, par exemple, à la Néo ou quoi, en entretien, après l'audition, on te mettra en garde sur ça. C'est pas trop gérable de faire à la fois des études très poussées, genre si tu dois aller en fac ou quoi, que tu es en master, etc., et en même temps suivre une formation où il y a 30 heures de danse par semaine, plus les exercices externes, plus les évals, plus les ceci, les cela. C'est pas trop gérable, pas par manque de temps, mais aussi pour toi, tu vois, pour l'élève en lui-même. Je vais où? Est-ce que je me focus sur ça, les études, ou est-ce que je me focus? Ça peut mettre plus de pertes et de perdition que de focus sur ce que vous développez à l'instant T. Donc, on te mettra en garde sur ça. Et de même qu'on conseille aussi aux students, peut-être de ne pas forcément travailler à côté. Donc, de faire le maximum pour avoir vraiment le temps libre de prendre ses cours, mais aussi après d'avoir le travail personnel derrière. Donc, même on conseille de vraiment prendre cette année
pour eux, en fait. Et de ne pas courir après les cours, 14h30 c'est fini, et je vais taffer à McDo de 15h à 22h. Parce qu'en fait, oui, ça t'aide à payer la format, mais en fait, en juin, est-ce que tu as vraiment profité de ta formation? Est-ce que tu as vraiment senti que tu avais gagné des choses ou tu étais tout le temps en train de courir après le temps? Donc, c'est des choses qu'on conseille. Donc, effectivement, il y a un choix à faire. La vie et est des faite de choix. discussions à faire. Eh ouais. Voilà. C'est bon, Axel, ça va? Cool. Merci Céline. Je vais juste te répondre. C'est Axel, c'est ça? Enchanté. Alors, Paris Dance School, nous, on est donc une formation pluridisciplinaire de professionnalisation. On a 3 formations, en fait. On a la formation CHAD, classe horaire aménagée, danse pour les plus jeunes, c'est-à-dire à partir de 12 ans, ils vont à l'école le matin et l'après-midi, ils viennent en cours. C'est des jeunes qui veulent plus tard vivre de la danse. Et du coup, ça leur permet d'aller jusqu'au bac et après de réfléchir à une spécialisation directe du métier. On a une année de remise à niveau, donc c'est le profil d'étudiants qui hésitent à savoir s'ils veulent vraiment faire ça comme métier ou si c'est plutôt la fac ou c'est les études. Ils se posent des questions aussi par rapport à la famille, par rapport aux parents qui ne sont peut-être pas d'accord par rapport à leur choix. Donc ils ont une année et dans cette année-là, ils peuvent poursuivre leurs études en université ou voilà. Ils n'ont que 12 heures par semaine. Donc ça leur permet aussi de se rendre compte de ce que ça engagera plus tard dans le cas où ils décident de rentrer dans un métier. Et sur ces 1 an-là, ils apprennent s'il y a des techniques qui ne sont pas solides, on les remet au niveau, on leur donne des habitudes, déjà pour le corps aussi, parce qu'il faut quand même un minimum de pratique. Donc 12 heures pendant 1 an, c'est déjà une bonne chose pour aller à 24 heures ou 30 heures par semaine, parce que c'est pas évident. Et on a la formation professionnelle, et nous, Paris Dance School, on est certifié Calliope, et c'est une formation qui est certifiante. C'est-à-dire, la certification est déposée au RNCP. Donc, à la fin des 3e années, de leurs 3 années, les personnes qui vont jusqu'au bout, ils ont cette certification qui certifie bien comme quoi qu'ils ont été formés au métier de danseur. Donc, la certification, elle a changé. Maintenant, c'est danseur, comédien, chanteur. Les 3 sont mis dans la même certification. Au niveau du suivi, comment ça se passe? Ça veut dire qu'il y a l'étape que Céline et Ken ont précisé, c'est-à-dire il y a les auditions. Après les auditions, il y a l'entretien. L'entretien qui valide l'élève par rapport au niveau où il doit rentrer, soit en classe préparatoire, soit en formation directe, ou soit pour les petits, c'est direct au CHAD avec l'autorisation parentale. Et une fois qu'ils sont dans la formation professionnelle, par exemple, il y a la promotion qui arrive et les élèves, du coup, ont un suivi personnel parce qu'on a une formation un peu atypique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas par classe, c'est 10 minimum, 20 maximum, pas plus. Et généralement, c'est entre 10 et 12, 15, voilà. Donc, ça fait que il y a des réunions d'équipe pédagogique. On a des réunions. Tous les 1 mois, il y a au moins 2 réunions pédagogiques. À ces réunions-là, on fait cas par cas. Chaque professeur dit comment chaque élève se sent dans son cours, ce qui ne va pas, donc on communique ensemble. OK, moi je suis la responsable pédagogique. Généralement, je vois aussi, parce que je donne cours aussi aux élèves, donc je vois les élèves qui sont dans une fragilité. Et quand c'est comme ça, généralement, on fait des entretiens personnels. Et lors de ces entretiens personnels-là, avec moi, on essaye de désamorcer les choses. Et si c'est une difficulté de santé, parce que ça arrive parfois, qu'ils ont des difficultés de santé, donc là, je leur donne des indications. On leur donne aussi, tous les élèves, quand ils arrivent, on leur donne les adresses de tout ce qui est kiné, ostéo et tout ça. Voilà, il y a aussi une prévention par rapport à tout ça.
Et il y a un suivi qui est personnel, qui va à chaque élève par rapport à sa situation, pour trouver des solutions aussi, lui proposer des solutions, comment régler tout ça pour que l'élève continue son cursus et ne pas se retrouver à l'extérieur ou stoppé parce qu'il n'y a pas eu d'entente en fait. Donc je peux prendre comme exemple, quand je dis on a des élèves atypiques, par exemple nos certifiés, parce qu'on a des certifiés qui sont sortis depuis de la formation, la plupart sont intermittents. Ça veut dire ceux qui ont vraiment été certifiés, ils sont intermittents du spectacle. Ils vivent de ça. Tu connais Nicolas Megafunk, qui vit de ça. Il y a Prêcheur, qui danse sur Black Legend, qui fait les défilés Louis Vuitton. Enfin, voilà. Il y a Laura Maillard, qui est avec Ladies Rock. Il y a des étrangers aussi, parce qu'on a des étrangers aussi qui viennent dans la formation, qui ont ouvert leur structure. Il y en a une qui danse dans une compagnie en Belgique, c'est une Belge, Gaëtan. Il y a Léonie en Suisse. Voilà. Mais on les accompagne toujours parce que, et c'est personnel, parce qu'il y en a parfois, ça peut être des fatigues mentales ou un problème familial. Par exemple, là, on a une jeune fille et très courageuse, Clémentine, qui est rentrée en classe préparatoire et qui a eu un problème parce que ses parents ne voulaient absolument pas qu'elle fasse ça. Mais la solution, c'est qu'elle s'est débrouillée pour trouver un travail, pour se loger et pour venir quand même se former et aller jusqu'au bout de son projet. Sauf que ses parents, comme ils n'étaient pas d'accord, ils sont venus la chercher. Elle est retournée avec eux. Elle m'a dit, je reviendrai. J'ai dit, ok, reviens. 1 an plus tard, elle a tout fait et elle est revenue cette année. Donc, mais pendant qu'elle était à l'extérieur de la formation, j'étais toujours en relation avec elle. Ça veut dire qu'elle m'envoyait des messages, elle me dit, voilà, je suis en train de faire ça comme démarche, est-ce que vous pouvez m'envoyer ça comme papier Et j'ai envoyé les papiers, et voilà. Ça veut dire qu'on encourage, on donne tous les moyens à nos élèves pour vraiment pouvoir aller jusqu'au bout de leur projet. Et ça, c'est toute l'équipe pédagogique. C'est-à-dire chaque professeur est engagé jusqu'au bout pour emmener le plus loin possible chaque élève. En termes de conseils, en termes d'accompagnement, voilà. Merci beaucoup. On doit clôturer le débat. On va poser après.